C'était un changement nécessaire, selon les médecins. Respirer l'air frais de la campagne, loin du chaos urbain, pourrait aider ma femme, Élise, à se remettre d'une longue et mystérieuse maladie que les médecins de la ville n'avaient pas réussi à diagnostiquer. Après des mois de traitements inefficaces, j'ai admis, un peu à contre-cœur, qu'un nouveau départ dans un nouvel environnement pouvait être notre dernier espoir. Nous avons donc décidé de quitter Paris. Nous avons choisi Villefranche, un petit village du sud de la France, connu pour sa tranquillité et, je l'avoue, pour des histoires qui, à l'époque, semblaient n'être que du folklore local pour attirer les touristes. La maison que nous avons achetée était majestueuse, ancienne et inexplicablement abordable. L'agent immobilier a mentionné que les anciens propriétaires étaient pressés de vendre, mais cela ne m'a pas alarmé. Cela aurait dû. Le jour de notre arrivée, le crépuscule teintait le ciel de nuances sanglantes et la maison projetait de longues ombres sur le terrain couvert de feuilles d'automne. J'aurais dû me rendre compte alors que chaque pierre, chaque fenêtre, chaque porte de ce manoir respirait les sombres secrets de son passé. Ce qui avait commencé comme un soupir de soulagement de trouver enfin une maison a vite tourné au cauchemar quand, en franchissant le seuil de cette maison, un frisson inexplicable m'a parcouru l'échine. Rémi, notre fils, m'a serré la main et Élise a regardé autour d'elle, une expression mêlée d'admiration et de peur sur son visage pâle. Alors que nous explorions les pièces spacieuses et que nous écoutions l'écho de nos propres pas sur le vieux parquet, un sentiment d'être observé par des yeux invisibles m'assaillait constamment. Les événements étranges n'ont pas tardé à se produire. Tout d'abord, il s'agissait de bruits nocturnes, comme si quelqu'un se promenait dans le grenier. Puis il y a eu des ombres inexpliquées sur les murs et des murmures presque inaudibles provenant de coins sombres de la maison. Au début, j'ai essayé de me convaincre et de convaincre ma famille qu'il ne s'agissait que des bruits et des caprices d'une vieille maison qui s'installe. Cependant, au fil des jours, il est devenu de plus en plus difficile de nier qu'il se passait dans cette maison quelque chose qui dépassait de loin notre entendement. Je devais comprendre ce qui se passait. Je devais protéger ma famille, mais j'étais sur le point de découvrir que certains secrets sont mieux laissés en paix. Un matin, alors qu'Élise et Rémi essayaient de s'habituer à la routine de leur nouvelle maison, j'ai décidé d'explorer le grenier, qui était resté fermé à clé jusqu'alors. La clé, rouillée et froide, était cachée dans un petit placard de la buanderie, comme si quelqu'un l'avait déposée là, à la hâte, et avait tenté d'en oublier l'existence. Lorsque j'ai tourné la clé dans la serrure, la porte s'est ouverte en grinçant pour révéler une pièce pleine de vieilles choses couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Parmi les boîtes en bois et les vieux meubles, j'ai trouvé un journal intime à la couverture de cuir usée et aux pages jaunies par le temps. Les lettres, bien que défraîchies, racontaient des histoires sur les générations passées qui ont habité le manoir, y compris des événements tragiques et des disparitions étranges. À chaque page tournée, un sentiment de malaise grandissait en moi, comme si, en lisant ces et ce mots, je réveillais quelque chose qui aurait dû rester endormi. Alors que j'étais plongé dans les secrets du journal, Élise vint à ma rencontre, pâle et visiblement bouleversée. Elle m'a raconté qu'en rangeant la cuisine, elle s'est sentie observée et qu'en se retournant, elle a vu le reflet d'une ombre passer devant la fenêtre. Il n'y avait personne à l'extérieur lorsqu'elle a couru vérifier. Plus inquiétant, Rémi a commencé à avoir un comportement étrange, parlant tout seul dans sa chambre. Lorsque je lui ai demandé à qui il parlait, il m'a simplement répondu que c'était son nouvel ami qui lui expliquait les règles de la maison. Les jours suivants ont été marqués par une tempête qui nous a complètement isolés du monde extérieur. Les téléphones ne fonctionnaient pas et la seule route menant au village était impraticable. Enfermés dans cette maison, les bruits nocturnes se sont multipliés, accompagnés maintenant de chuchotements presque imperceptibles qui semblaient nous appeler par nos noms. L'atmosphère lourde et le sentiment croissant de désespoir
ont commencé à nous affecter profondément, nous laissant dans un état constant de vigilance et de peur. Au cours des nuits qui ont suivi, les chuchotements que nous entendions à peine auparavant sont devenus plus clairs et plus persistants. C'étaient des voix basses, comme si plusieurs personnes parlaient entre les murs de la maison. Une nuit particulièrement froide, alors que l'orage grondait à l'extérieur, j'ai décidé de suivre les sons dans l'espoir de trouver une explication logique. Peut-être s'agissait-il simplement de vieux tuyaux ou du vent qui se frayait un chemin à travers des interstices cachés. Cependant, lorsque j'ai tendu l'oreille vers l'un des murs du couloir, les voix ont semblé murmurer mon nom, suivi d'un avertissement glacial. « Laissez-nous tranquilles ». Poussé par un mélange de peur et de besoin de protéger ma famille, je suis retourné au journal que j'avais trouvé dans le grenier. En feuilletant ces pages à la faible lumière d'une bougie, j'ai trouvé des mentions de voix des anciens et de rituels accomplis par les anciens résidents, apparemment pour apaiser quelque chose qu'ils appelaient les gardiens de la maison. Cela n'a fait qu'accroître mon inquiétude, soulevant plus de questions que de réponses. Le lendemain, Élise m'a dit que les ombres semblaient plus intenses et plus fréquentes, surtout la nuit. Elle les voyait passer rapidement le long des murs, comme si elles patrouillaient dans la maison. Notre conversation a été brusquement interrompue lorsque nous avons entendu un cri aigu provenant de la chambre de Rémi. Nous y avons couru et l'avons trouvé assis dans son lit, regardant la fenêtre avec des yeux de terreur. Il était pâle et tremblant, et lorsque nous lui avons demandé ce qui s'était passé, il a simplement montré la fenêtre du doigt, disant que les ombres voulaient l'emmener. C'est aussi à cette époque que Rémi a commencé à tomber malade. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais son état s'est rapidement aggravé et aucun des médicaments n'a semblé fonctionner. Sa peau est devenue pâle et froide. Ses yeux, habituellement vifs et curieux, affichent maintenant un vide inquiétant. Nous avons appelé le médecin du village dès que la route a été praticable. Mais il n'a pas été en mesure de diagnostiquer la maladie. Il a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une maladie psychologique, causée par le stress du déménagement et de l'isolement. Mais je savais qu'il s'agissait d'autre chose. De quelque chose qui se cachait dans les ombres et les chuchotements de cette maison maudite. Une nuit, tandis qu'Élise essayait de se reposer malgré son malaise croissant dans la maison, je suis resté éveillé, lisant davantage le journal dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui pourrait nous aider. C'est alors qu'Élise s'est réveillée en sursaut d'un sommeil agité, haletante et couverte de sueur. Elle m'a raconté qu'elle avait eu une vision très nette d'une femme âgée, aux yeux intenses et sévères, vêtue de vieux vêtements. Cette femme, qui s'est présentée comme la matriarche de la maison, lui a dit d'un ton solennel « Pour vivre ici, tu dois suivre les règles qui ont été oubliées. » Saisi par l'urgence de cette révélation, j'ai intensifié mes recherches dans le journal. J'ai découvert de rares références à un culte qui existait dans la région il y a plusieurs siècles, dédié à des entités censées protéger la maison et ses habitants, à condition que certains rituels soient strictement respectés. Chaque génération de la famille qui vivait dans la maison a ajouté des notes sur les rituels, mais des détails cruciaux semblent avoir été délibérément supprimés ou n'avoir jamais été écrits. Pendant ce temps, Rémi, qui semble de plus en plus distant, révèle que son ami imaginaire n'est pas une simple invention de son esprit enfantin. Il s'agit, selon lui, de l'esprit d'un enfant mort dans cette maison il y a longtemps et qui le guide dans les couloirs, lui montrant les cachettes et les secrets du manoir. Rémi dit que l'esprit est triste parce que les règles ne sont pas respectées. À partir de ce moment-là, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. La structure de la maison semble changer d'elle-même. Des couloirs dont nous nous souvenions comme étant droits se tordaient et s'étiraient de manière impossible. Des portes menant à des pièces que nous ne reconnaissions pas apparaissaient et disparaissaient. C'était comme si la maison était vivante, qu'elle respirait
et se modelait elle-même en essayant de nous communiquer ses anciennes douleurs et ses secrets. 6 événements m'ont amené à une conclusion difficile. Nous vivions dans un lieu qui n'était pas seulement fait de briques et de bois, mais aussi de souvenirs et d'esprits piégés qui attendaient de répéter leurs histoires. Chaque ombre, chaque murmure était l'écho de vies antérieures, et maintenant, la matriarche de la maison semblait exiger que nous fassions nous aussi partie de cette chaîne d'ombre. Les nuits dans cette maison sont devenues un calvaire. Ce n'étaient pas seulement les sons ou les images qui nous tourmentaient, c'était aussi les rêves. J'ai commencé à redouter le moment où je m'endormais, car chaque fois que je fermais les yeux, j'étais transporté dans un monde de terreur où je voyais ma famille souffrir de manière horrible. Dans l'un de ces rêves, je voyais Élise traînée par des ombres, tandis que Rémi hurlait, prisonnier des griffes d'une entité que je ne pouvais pas voir clairement, mais dont la présence m'emplissait d'un frisson mortel. Déterminé à trouver un moyen de protéger ma famille, je suis descendu au sous-sol de la maison où Élise avait trouvé une cachette secrète quelques jours plus tôt. À l'intérieur, il y avait une collection d'objets qui semblaient avoir été utilisés dans d'anciens rituels, des bougies noires, des livres aux reliures de cuir usé et d'étranges symboles gravés sur de petites planches de bois. Dans l'espoir d'utiliser ces objets pour nous protéger, j'ai pris l'un des livres et j'ai commencé à lire. Mais dès que je l'ai ouvert et que j'ai commencé à réciter quelques mots écrits dans une langue que je comprenais à peine, un coup de vent inexplicable s'est levé dans la cave, soufflant les bougies et plongeant tout dans l'obscurité la plus totale. Le sentiment d'avoir déclenché quelque chose d'encore pire était palpable. La situation s'est aggravée la nuit suivante, lorsque la maison a commencé à saigner. Au début, il ne s'agissait que d'une tache d'humidité sur le plafond du couloir, mais elle s'est rapidement transformée en un goutte-à-goutte constant, rouge et visqueux, comme si les murs eux-mêmes pleuraient du sang. Ce spectacle macabre s'est accompagné d'une chute brutale de la température, transformant chaque pièce en un environnement glacial, comme si la mort elle-même avait décidé de s'installer parmi nous. Dans ce climat de terreur, toute tentative de normalité devenait impossible. Élise et Rémi étaient de plus en plus isolés, chacun perdu dans ses peurs et ses visions. J'avais l'impression que chaque jour qui passait, la maison nous enveloppait davantage dans son étreinte glaciale, murmurant des promesses de malheur si nous essayions de résister ou de nous échapper. Un après-midi gris, alors que la pluie battait sans cesse les fenêtres du manoir, j'ai trouvé dans le journal un passage mentionnant un sacrifice. Pas un sacrifice ordinaire, mais quelque chose de beaucoup plus sombre et profond, qui nécessitait l'offrande d'un objet de valeur pour calmer les gardiens de la maison. Mon cœur s'est figé à la lecture de ces mots, et la peur de devoir prendre une décision terrible a commencé à me consumer. Les conflits émotionnels sont devenus intenses en nous. Nous avons discuté de ce qu'il fallait faire, si nous devions essayer une fois de plus de comprendre et de suivre ces vieilles règles, ou si nous devions simplement nous enfuir, laissant la maison et ses malédictions derrière nous. Mais la décision s'avérait impossible à prendre. L'influence de la maison semblait engluer nos pensées, embrouillant nos esprits dès qu'un plan d'évasion commençait à prendre forme. C'est alors que la voix commence à parler à Rémi de plus en plus fréquemment, lui disant que le choix approche. Sa santé continue de se dégrader et ses moments de lucidité sont de moins en moins fréquents. Il parle de visions dans lesquelles les anciens habitants de la maison se présentent à lui, enfants et adultes, tous avec un regard vide et des avertissements chuchotés. Et lors d'une nuit de terreur absolue, alors que les phénomènes devenaient d'une intensité insoutenable, les objets se mirent à bouger d'eux-mêmes. Des livres se sont envolés des étagères, des tableaux sont tombés des murs, et un lourd vase a été projeté à l'autre bout de la pièce, passant à quelques centimètres de l'endroit où Rémi était assis. La peur était palpable, comme si toute la maison vibrait d'une rage contenue, et à chaque événement,
La pression pour faire un choix devenait de plus en plus insupportable. Au fur et à mesure que la pression augmentait dans la maison, j'ai compris que nous ne pouvions plus repousser la décision. Un soir, alors qu'une ombre immense semblait engloutir toute la lumière du manoir, créant une obscurité presque palpable, nous avons su que le moment était venu. Assise dans le salon, avec seulement quelques bougies luttant contre l'obscurité, Élise et moi avons parlé du sacrifice. La peur nous enveloppait, mais le besoin de protéger Rémi était plus grand. Nous avons décidé de tout tenter pour sauver notre fils de ce mal inconnu. Cette nuit-là, alors que nous essayions un rituel trouvé dans le journal en utilisant les objets qu'Élise avait découverts, quelque chose de terrible s'est produit. Pendant le rituel, Élise s'est mise à agir bizarrement, comme si elle n'était plus elle-même. 6 yeux se révulsèrent et elle se mit à parler dans une langue que je ne reconnaissais pas, sa voix étant déformée par un timbre qui n'était pas le sien. La peur me saisit, mais je sais que je dois continuer à avancer pour essayer de sauver ma famille. Soudain, Rémi a disparu. Nous avons couru dans toute la maison en l'appelant désespérément. Nous avons trouvé sa chambre vide, avec la fenêtre ouverte et les rideaux flottant dans le vent froid qui envahissait la pièce. La terreur de perdre notre fils dans cette vaste maison sombre était plus mordante que n'importe quel froid. Nous avons passé des heures à chercher Rémi, à l'appeler par son nom, dans des couloirs qui semblaient, maintenant, s'étirer infiniment plus longtemps que d'habitude. La maison semblait vivante. Elle respirait autour de nous. Chaque porte qui s'ouvrait pouvait révéler soit une pièce familière, soit un espace complètement étrange et déformé. Chaque fois que nous tournions un coin, l'espoir de retrouver Rémi se mêlait à la peur de ceux que nous pourrions découvrir. Cette nuit-là, alors que la maison se tordait et gémissait sous le poids de sa propre histoire sombre, Élise et moi nous sommes séparés pour couvrir plus de terrain à la recherche de Rémi. Chaque pas que nous faisions semblait être surveillé par des yeux invisibles, et chaque ombre semblait cacher de terribles secrets. Élise prit le chemin de l'étage, tandis que j'explorais le rez-de-chaussée et le sous-sol, lieux qui me paraissaient de plus en plus étranges et déformés. Pendant que je cherchais, j'entendais la voix d'Élise crier le nom de Rémi. Sa voix résonnait étrangement, comme si elle venait de toutes les directions à la fois. Après de longues minutes de recherche frénétique, j'ai entendu un cri étouffé venant du 2e étage. J'ai couru dans les escaliers, qui semblaient ne jamais finir, chaque marche étant une éternité, jusqu'à que j'atteigne enfin la pièce qu'Élise avait découverte. À l'intérieur, la lumière des bougies éclairait à peine la pièce, révélant une scène que je n'oublierai jamais. Élise était à genoux, tenant dans ses bras Rémi, pâle et immobile. Autour d'eux, les murs étaient couverts de dessins et de symboles étranges qui pulsaient d'une lumière faible et sinistre. Au centre de la pièce, il y a une petite châsse macabre avec des bougies qui brûlent dans un cercle parfait. Marc, tentant de se ressaisir, affronte l'esprit de la matriarche qui apparaît sous la forme d'une ombre dense devant la fenêtre. D'une voix à la fois séduisante et menaçante, elle exige que nous fassions le sacrifice promis. Avec un courage insoupçonné, j'ai défié l'entité, lui refusant ce qu'elle voulait, en essayant de protéger ma famille. Pendant ce temps, les pleurs et les gémissements se multipliaient autour de nous, comme si la maison elle-même se lamentait ou nous avertissait du danger imminent. La pression psychologique était immense, et chaque seconde semblait être une épreuve pour notre santé mentale. Au milieu de ces manifestations, nous devions prendre une décision qui déterminerait le destin de notre famille. La décision prise de ne pas céder aux exigences de l'entité, nous avons tenté une dernière fuite désespérée de la maison. J'ai pris Rémi dans mes bras, Élise m'a tenu la main et nous avons couru vers la porte d'entrée. La maison semblait résister à chacun de nos pas. Les portes se fermaient d'elles-mêmes et les fenêtres s'embuaient de sorte que nous ne pouvions pas voir à l'extérieur.
Les couloirs semblaient s'étirer et se tordre comme s'ils étaient vivants, essayant de nous tromper et de nous détourner de notre chemin. Alors que nous nous efforcions de trouver la sortie, la maison s'est manifestée avec encore plus de fureur. Les objets volaient à travers les pièces avec une force violente, et les peintures sur les murs déformaient leurs images, montrant des scènes d'horreur qui ressemblaient à des avertissements ou des menaces. Une force invisible m'a frappé et m'a projeté contre le mur. Pendant que je me remettais, Élise et Rémi parvinrent à atteindre la porte d'entrée, mais elle était verrouillée, comme scellée par une force surnaturelle. Leur criant de reculer, j'ai forcé mon corps endolori à se lever et à courir vers eux. Ensemble, nous avons poussé la porte de tout notre poids et de tout notre désespoir. Avec un craquement sonore, comme un os qui se brise, la porte s'ouvrit enfin, révélant l'obscurité de la nuit à l'extérieur. La froideur de l'air extérieur n'avait jamais été aussi accueillante. Et pendant un instant, il nous a semblé que nous pouvions échapper à la folie. Cependant, alors qu'il franchissait le seuil, je sentis une main glacée m'attraper la cheville. En me retournant, je n'ai vu que des ténèbres se former dans une main qui me tirait vers l'intérieur de la maison. Dans un dernier effort, j'ai poussé Élise et Rémi vers l'extérieur, en leur criant de courir et de ne pas se retourner. En luttant pour me libérer, j'ai entendu la porte se refermer derrière moi et les ténèbres m'ont enveloppé, étouffant mes cris. Le dernier son que j'ai entendu, c'est celui d'Élise et de Rémi qui m'appelaient, leur voix disparaissant dans la nuit froide. Dehors, Élise tenait Rémi serré contre elle, leur regard fixé sur la porte fermée du manoir. Les larmes se mêlaient à la pluie fine qui commençait à tomber, chaque goutte faisant écho à mes cris qui résonnaient encore à l'intérieur de la maison. Avec la force d'une femme qui a tout perdu sauf son fils, Élise se retourne lentement, emportant Rémi loin de la maison qui tente de nous consumer. Ces pas étaient lourds, chacun portant le poids de la terreur qu'elle avait vécue et de la douleur de la perte. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, le manoir semblait prendre vie. Les fenêtres tremblaient et un son grave, presque un murmure, émanait des murs, comme si la maison elle-même se lamentait ou se moquait de notre malheur. Le clair de lune perçait l'obscurité, jetant une lueur fantomatique sur la façade de la maison, qui semblait se déformer et se contorsionner sous des yeux invisibles. Rémi, épuisé et désorienté, avait du mal à suivre Élise, mais il ne pleurait pas. Il se contentait de se retourner de temps à autre, comme s'il s'attendait ou craignait de voir apparaître quelque chose ou quelqu'un dans l'embrasure de la porte. Élise, quant à elle, gardait un visage déterminé, regardant droit devant elle, refusant de céder au désespoir qui la menaçait à chaque instant. La dernière vision qu'ils eurent du manoir fut celle de ces tours se découpant sur le ciel nocturne, silhouettes qui semblaient les regarder partir. La porte d'entrée, désormais scellée, semblait leur sourire de manière inquiétante, et les cris qui provenaient encore de l'intérieur semblaient diminuer au fur et à mesure que la distance augmentait. Dans l'air froid de la nuit, le silence s'installa enfin, ne laissant que l'écho d'un terrible passé et l'incertitude d'un avenir qui se dessinait devant eux. L'histoire de notre arrivée et de notre séjour dans cette maison s'arrête ici. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs et le sort qui m'a été réservé reste un sombre mystère, un rappel du pouvoir de certains lieux à garder leurs secrets les plus sombres.